J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, la politique comme nulle part ailleurs, les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites, les malheurs de nos hommes et de nos femmes politiques, le tout sans langue de bois, c'est rare et c'est tous les mercredis, 21h sur Radio J. Alors cette semaine, comme les précédentes, le feuilleton de la réforme des retraites, bien sûr, qui arrive à son terme potentiellement demain avec le vote des députés ou l'utilisation du 49.3 par le gouvernement. C'est le Money Time, suspense insoutenable. Et puis, on va s'intéresser à ce que cette réforme a révélé des rapports de force au sein de cette assemblée, notamment de la majorité, où ça chauffe de plus en plus. Et enfin, on va vous révéler, vous expliquer ce que prépare Emmanuel Macron pour la suite de son quinquennat, le président très pressé de passer à autre chose. Alors pour en parler autour de la table, l'élite du journalisme politique, les top guns du décryptage, ceux qui savent tout sur les arrière-boutiques du gouvernement et des partis. Tout d'abord, François-Xavier Bourmeau, vous êtes grand reporter au Figaro. Bonjour David. Antonin André, éditorialiste politique. Bonsoir Antonin. Bonsoir David. Et last but not least, Gilles Bornstein, qu'on aurait pu présenter sous le vocable de Gilles Magic Bornstein, éditorialiste sur France Télévisions. Bonsoir Gilles. Et vous n'êtes pas Magic. Hein. Bonsoir à tous, bonsoir David. Je vous rappelle la règle du jeu, même si vous la connaissez, pas de off, pas de langue de bois. Vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâchez tout nous raconter. Bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors, le sprint final de la réforme des retraites, 8e journée de mobilisation aujourd'hui et dernière ligne droite au Parlement. Aujourd'hui, une commission mixte paritaire, une CMP pour les auditeurs. Je rappelle que ça réunit 7 députés, 7 sénateurs, devait adopter la réforme et le Sénat devait la revoter demain matin, puis l'Assemblée nationale, si il y a une majorité, ce qui n'est pas certain. Alors tout d'abord, un rapide tour de table pour commencer. Est-ce que le gouvernement peut éviter, à votre avis, Antonin André, d'utiliser le 49.3 ? Ouais, c'est une question à 1000 €. Merci, vous me ferez un chèque. Voilà, non, ils font leur compte et ils recomptent sans cesse. Il y a beaucoup d'incertitudes parce qu'il y a certains députés, y compris de la majorité, qui réservent leurs réponses. Je pense à Richard Ramos au Modem. Et puis, il y a un certain nombre de députés LR aussi qui sont sceptiques. Et Aurélien Pradié, encore aujourd'hui, était extrêmement véhément contre cette réforme et évoquait l'idée même que les LR puissent débattre entre eux de déposer leur motion de censure. Ce qui serait peut-être le seul cas de figure où une motion de censure pourrait être adoptée par l'Assemblée nationale. Et faire tomber le gouvernement. Alors, on n'y est pas. Mais moi, je mettrais bien une petite pièce sur le fait qu'ils aillent au vote malgré tout et qu'ils prennent leurs risques, parce que je pense que les concessions qu'ils ont fait à la majorité, enfin au LR, leur permettra d'aller au vote avec une marge de sécurité suffisante. Mais on voit bien que si jamais c'était le 49.3 qui était privilégié, ça voudrait dire une crise politique, à tout le moins, soit dans les jours qui viennent, soit dans les semaines qui viennent, la chute d'Elisabeth Borne. Gilles Bornstein, 49.3 ou pas ? Pareil qu'Antonin, je pense que celui qui a le mieux résumé la situation, c'est Bruno Retailleau, la roulette russe ou la grosse Bertha. La roulette russe étant le fait d'aller au vote avec le risque de se faire désavouer. Et la grosse Bertha qui est effectivement cet outil constitutionnel qui est le 49.3. Alors on est tous là à sonder les députés les uns après les autres. Il y a des députés dont on n'avait jamais entendu parler, qui ont une importance considérable dans la vie politique française aujourd'hui. Il me semble, enfin on peut être contredit, que les dernières tendances sont plutôt d'aller au vote, tant j'ai pas grand-chose à rajouter, tant le fait d'adopter, c'est faire travailler les gens 2 ans de plus. On sait que l'opinion y est hostile, mais sans même la légitimité démocratique que représentait le vote des députés. Alors certains diront le 49.3 fait partie de la Constitution, ça serait pas très glorieux, mais c'est quand même constitutionnel, comme l'a dit, je ne sais plus qui. Laurent Berger. Comme l'a dit, je crois. Laurent Berger, il a dit que lui, il y aurait un vice démocratique. Absolument. Bien. Si 49.3 il y avait. Si 49.3 il y a. Donc si je devais prendre un pari, ça serait on va au vote, ça va se jouer à quelques voix près. Là, j'ai eu une nuance de pensée avec Antonin, c'est que
Aurélien Pradier a fait valoir qu'il faudrait se poser la question d'une motion de censure déposée par les LR. Enfin, comme la majorité du groupe va la voter, il n'y a aucune chance que la majorité du groupe républicain accepte de déposer une motion de censure sur un texte qu'ils auront quand même majoritairement voté, même si on ne connaît pas l'étendue de cette majorité. Ça serait un peu fort de café. Si Donc ici, on a deux avis selon lesquels les députés vont voter. Vous êtes d'accord, François-Xavier Bourmont ? J'ai l'impression aussi qu'on va aller au vote, qu'Emmanuel Macron va aller au vote pour deux raisons. Le 49-3, faut pas oublier que cette bataille des retraites, elle se joue sur deux fronts, front syndical et front politique. Le 49-3, c'est la dernière charge de la bataille de la détermination. En brandissant le 49-3 ou en agitant la menace de l'utiliser pour faire passer la réforme des retraites, ce que dit Emmanuel Macron à la rue, c'est de toute façon, je vais y aller. Sur le front politique, en revanche, on voit là que dans la CMP qui s'est déroulée aujourd'hui, il y a eu des discussions, des négociations très poussées pour accepter les revendications de LR, et on ne voit pas à la fin comment LR ne réussira pas à mettre un petit peu d'ordre dans ses rangs pour faire adopter cette réforme. Et puis deuxième chose, il ne faut pas oublier qu'avec Emmanuel Macron, il y a un précédent sur le 49.3 qui remonte à 2014 et à la loi Macron. On était sous le quinquennat de François Hollande à l'époque. Un quinquennat de François Hollande, et Manuel Valls lui avait imposé un 49.3, qui était Premier ministre à l'époque, avait imposé à Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie, un 49.3, alors qu'Emmanuel Macron était persuadé que sa loi pouvait passer et même ric-rac. Je le vois pas ne pas prendre le risque, pas prendre son risque, comme l'expression qu'il utilise souvent, de mettre le texte au vote. Alors, Emmanuel Macron, vous avez raison, c'est un joueur, il aime prendre son risque, mais là, le risque, c'est quand même, en cas d'échec, c'est que le quinquennat soit à l'arrêt et que pour 4 ans, il soit totalement impossible de gouverner, de réformer, de faire passer d'autres textes. Oui, mais alors le prix du risque en contrepartie, c'est quoi ? C'est de refaire le plein de capital politique. J'ai fait passer cette réforme impossible, j'ai résisté à la rue, et donc essayer de capitaliser là-dessus pour relancer derrière. On en parlera tout à l'heure. Alors, c'est une partie de poker avec un risque énorme dans les deux cas. Une partie de poker, voire comme le disait Bruno Retailleau que vous citiez, une roulette russe, parce que une balle dans le barillet et c'est fini, il en est fini. François-Xavier a raison, le gain politique de faire passer cette réforme sans le 49.3, au point où en est la majorité aujourd'hui, est absolument considérable. Je dis pas que ça sauvera, enfin c'est pas suffisant pour sauver le deuxième quinquennat, mais c'est absolument nécessaire. Donc le gain politique est considérable, mais la perte, si par hasard la roulette russe, c'est la mauvaise balle qui est dans le barillet, alors là, la perte est absolument terrible. Alors il y a quelqu'un qui est d'accord avec vous trois, c'est la Première ministre, Elisabeth Borne. Elle est persuadée qu'une majorité existe, et elle l'a martelé hier comme une anaphore à l'Assemblée nationale. Dans cette Assemblée, une majorité existe qui croit au travail, y compris au travail des seniors. Une majorité existe qui refuse de financer les retraites par plus d'impôts, plus de charges et moins de pensions. Une majorité existe qui croit que ceux qui ont commencé à travailler tôt devront partir plus tôt à la retraite. Ainsi de suite, une majorité existe sur beaucoup de points, donc ça semble quand même à la méthode Coué, cette affaire. Si une majorité existe, elle passe à combien ? Parce qu'on a dit 2, 3, 5 voix. Oui, 5. En principe, s'ils n'ont pas de marge de sécurité qui va d'au moins 5 voix, là, la question de 49.3 se posera. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils fassent les comptes pour être sûr d'avoir une marge de sécurité suffisante. Elisabeth Borne, elle joue sa tête en fait sur cette réforme. Et donc, depuis dimanche, on le voit, cette réunion qui a été faite un peu improvisée pour donner des éléments de langage où chacun a dit nous ne voulons pas du 49.3, nous ne voulons pas du 49.3, qui est une façon de dire si jamais il y a du 49.3, ce ne sera pas de notre fait, mais ça met la pression sur les LR. Ça ressemble à de la méthode Coué. Il y a eu ensuite une réunion à laquelle Emmanuel Macron a assisté, une réunion de la majorité. C'était lundi soir. Oui, alors dans laquelle en plus il y a eu un élément de langage qui est sorti, qui a été corrigé ensuite, où Emmanuel Macron a dit nous avons une majorité. Or, en l'occurrence, il voulait parler de sa majorité Renaissance, Modem, qui existait, mais il n'avait pas en l'état de majorité sur le texte. Donc il y a quand même une grande fébrilité au sein de l'exécutif. Et parce que Elisabeth Borne joue sa tête, et puis parce que il y a quand même beaucoup de ministres qui ont un peu fait des faux pas, il y a beaucoup de ministres qui se planquent, il y a une grande fébrilité quand même dans le groupe Renaissance. On voit qu'on est dans le money time et qu'on essaie de serrer les rangs et de serrer les dents, mais encore une fois, on y revient toujours, il y a quand même un suspense, et dans un scénario complètement fiction, mais auquel moi je me suis prêté, si jamais il y avait un 49.3,
Bien sûr, il y a peu de chances qu'une motion de censure passe, mais on est dans une situation qui est tellement baroque et tellement inédite. La personnalité d'Emmanuel Macron cristallise tellement de colère. C'est pas pareil un 49.3 de Michel Rocard ou un 49.3 de François Hollande. Emmanuel Macron, son 49.3, il a le goût et la saveur de la déconnexion, de la technocratie, du ressentiment, de la colère. Et il y a certains députés LR qui sont dans des circonscriptions où ils sont challengés par le Rassemblement national. Et dans ces circonscriptions-là, un député LR qui voterait la motion de censure ne serait pas forcément perdant sur son propre mandat. Je ne dis pas qu'en termes de cohérence politique, ce serait rationnel. Mais néanmoins, dans un scénario complètement baroque, compte tenu de la fébrilité actuelle du gouvernement, je pense que l'idée d'un 49.3 et d'une motion de censure serait aussi une prise de risque. Alors, vous le disiez, Elisabeth Borne joue sa tête. On a quand même le sentiment qu'elle veut absolument, alors elle le martèle, c'est de la communication, mais c'est aussi une position sincère. On a l'impression qu'elle se refuse absolument, Gilles Bornstein, à employer cet outil constitutionnel. Et que, à l'arrivée, si elle l'utilise, c'est bien parce que le président lui aura ordonné. Elle a été nommée pour deux choses. On savait qu'il y avait certains, François Bayrou par exemple, ont pointé chez elle un manque de poids politique. Elle a été nommée parce que c'était une habile négociatrice, patronne de la RATP, qui savait trouver des points de passage dans les négociations. Et puis elle a obtenu ensuite un délai pour cette réforme des retraites en décembre parce qu'elle s'était fait fort de réunir une majorité. Puisqu'Emmanuel Macron, on le rappelle, voulait passer en Exactement. force via un amendement à un projet de financement rectificatif de la sécurité sociale. Ce qui s'est fait, mais ce qui s'est fait 3 mois plus tard. Donc elle, dans les conditions où elle a été nommée et ce qu'elle a obtenu du président de la République, c'était pour montrer qu'elle était capable d'obtenir une majorité. Donc oui, évidemment, elle veut montrer qu'elle est capable d'obtenir cette majorité. Elle ne peut pas être elle-même l'artisan de son échec, parce que l'adoption du projet, l'échec absolu, ça serait le rejet. Mais l'adoption du projet au 49.3 serait un demi-échec. On ne peut pas lui demander d'être elle-même l'artisan de son propre échec. Et puis, il y a autre chose en favorable, c'est que tous ces gens à la NUP et au Rassemblement national qui disent le centre de gravité de la Ve République et de la démocratie, c'est à bouger. Avec la majorité relative, il est au Parlement. Si ce texte est adopté sans 49.3, alors on pourra dire il y a eu le 47.1, on pourra dire il y a eu un débat tronqué, on pourra dire... Le 47.1, c'est la procédure qui obligeait à ce que ça se passe en 50 jours. D'examiner le texte de façon accélérée. On pourra faire ce qu'on veut, Ceux-là même qui qui étaient les promoteurs du fait que désormais les choses se passent à l'Assemblée, auront beaucoup plus de mal à dénoncer comme illégitime une loi qui aura été votée sans le 49.3. Donc c'est un risque, mais on comprend qu'elle veuille le prendre. Alors, les téléphones, les calculettes chauffent très très fort ces jours-ci. Les ministres, les responsables de la majorité savent faire pour sécuriser, on le disait, 1, 2, 3, 5 voix. C'est extrêmement serré. Racontez-nous un petit peu les coulisses de ces tractations et de cette chasse aux voix, François-Xavier Bourbon. Alors déjà, il faut commencer par lever une petite ambiguïté sur ce vote. Le seuil majoritaire est à 289 députés, mais s'il y a des abstentions, le seuil majoritaire descend. Voilà. Donc la réforme peut être adoptée avec moins que 289 voix. Donc on estime le volant d'abstention à peu près à... Voilà. C'est l'inconnu aussi. C'est l'inconnu aussi parce que là, chez LR, ça oscille entre vote contre et abstention. Enfin, entre ceux qui ne veulent pas voter la réforme. Et donc, c'est un travail. C'est de la couture, c'est de la dentelle. L'enjeu, c'est d'aller chercher les députés un par un, de voir ce dont ils ont besoin dans leur circonscription, voir promettre des postes. On a vu ça avec Barbara Pompili à un moment, et d'essayer d'aller vraiment chercher les voix avec les dents, une par une. Donc c'est une Assemblée nationale en ce moment où il y a des tractations en coulisses en permanence, et où les députés sont naturellement tentés de faire monter les enchères, parce que en fait, leur voix a pris une valeur considérable. Et comment on fait justement pour acheter, si j'ose dire, en termes privés, ou s'assurer Bruno Le Maire, il a pris du vote d'un député LR. Bruno Le Maire a pris son téléphone et il a appelé plusieurs élus LR pour savoir un peu les jauger. Et puis voilà, on dit dans ta circonscription... Il n'y a pas besoin d'une piscine. Voilà, c'est ça. Il y a le centre sportif ou la maison de la culture qu'il faut rénover. Tu manques de subventions, ça fait des mois que ça traîne. Bon, on va donner un petit coup de pouce et puis voilà, on va débloquer les fonds nécessaires. Ça a toujours existé. C'est pas marchandage nouveau. Traditionnel. Oui, c'est pas nouveau. Guy Carcassonne faisait ça sous la majorité de Michel Rocard. C'est pas très glorieux. Mais c'est pas non plus illégal, puisque ce sont souvent des demandes de subventions qui ont été faites et voilà, mais qui sont bloquées. Et d'ailleurs, certains députés l'ont
clairement expliqué, les députés LR sont allés devant les médias expliquer, j'ai reçu un petit coup de fil opportun me disant t'as besoin de subventions, pas de problème, on va aller bloquer ça. Il va fleurir des salles polyvalentes dans toute la France. Il y a une chose qui rend les choses encore plus difficiles pour le gouvernement, c'est que, objectivement, quelle est la crainte des députés ? LR voit un certain nombre de députés de la majorité. Ils ne veulent pas que dans la presse quotidienne régionale, vendredi matin, il soit mis « Monsieur le député machin a voté pour que vous travailliez 2 ans de plus ». Donc, leur intérêt objectif est qu'on aille au 49.3 pour que jamais il ne soit dit qu'on ne puisse jamais ressortir un truc comme quoi ils ont voté ça. Donc, il y en a qui ne disent pas ce qu'ils vont voter, pour que Elisabeth Borne ait peur et aille au 49.3. Mais c'est pour ça qu'ils disent dans la majorité, il y en a juste, ils ne disent pas, mais à la fin, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Et il y a même ceux qui disent qu'ils s'abstiendront, qui voteront pour, mais qui, in fine, dans la majorité à LR, pourraient être tentés d'avoir piscine. Exactement, ou d'aller aux toilettes au moment du vote pour éviter d'avoir leur nom à coller aux toilettes. François-Xavier. Oui, c'est bien le signe en fait que ce 49.3 il s'adresse pas aux parlementaires LR, mais à la rue. En fait, c'est vraiment un 49.3 qui veut signer la détermination d'Emmanuel Macron à aller au bout de la réforme. Après, bon, effectivement, s'il fait ses comptes à la fin et que ça passe pas, il l'utilisera, mais ça s'adresse pas aux politiques avant. Alors, il y a quand même un paradoxe. Vous citiez le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau, qui démarche les élus, mais le chef, le patron du parti, Éric Ciotti, il soutient la réforme, il a passé un accord avec le gouvernement pour la soutenir, mais il ne tient pas ses troupes. En fait, son accord, il ne peut pas le garantir à Elisabeth Borne. C'est quand même un souci, ça. Oui, alors le cas des LR est très particulier parce qu'en fait, vous parlez des sénateurs. Les sénateurs sont des LR, j'allais dire, traditionnels, époque UMP, qui ont des mandats assez longs, qui ont des mandats assez longs, qui ont une espèce de colonne vertébrale idéologique. C'est plus simple d'assumer ses convictions et d'être cohérent avec ses convictions. Qui n'ont pas d'électeurs directs. Quand on est au Sénat, voilà, ils ne sont pas élus au suffrage universel direct. Ce sont des élus locaux, c'est des collèges d'élus locaux qui désignent leurs sénateurs. Donc ils ont une cohérence et une solidité beaucoup plus forte que des députés qui sociologiquement en plus ont changé à l'occasion de cette élection. C'est-à-dire qu'il y a une jeune génération, Aurélien Pradier ou Pierre-Henri Dumont dans le Nord, qui veut s'émanciper d'une certaine façon de l'ère Sarkozy et de la matrice UMP et qui est en plus confronté à un électorat qui a changé. Son électorat, c'est pas celui de Neuilly ou celui des villes bourgeoises, c'est un électorat rural qui a parfois été sur les ronds-points et qui est souvent très attiré par le Rassemblement national. Et donc, la concurrence des LR dans ces territoires, c'est le Rassemblement national. Donc, eux ont une matrice politique qui est un peu différente et qui fait qu'Éric Ciotti a beaucoup de mal à la maîtriser parce qu'il n'y a pas de cohérence, j'allais dire, idéologique au sein du groupe LR à l'Assemblée nationale. Donc un gros souci évidemment pour Elisabeth Borne qui, forte des garanties d'Éric Ciotti, constate que celui-ci n'est pas à même de les appliquer. Merci pour tous ces commentaires et ces informations. On se retrouve très vite pour évoquer ce qu'a révélé de notre vie politique et des rapports de force au sein de notre Assemblée nationale. C'est ces quelques semaines de débats agités sur la réforme des retraites. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J, deuxième sujet de notre débat. Le monde politique passé au révélateur de la réforme. C'est cruel. C'est vrai que ce texte, ce projet de réforme des retraites a vraiment révélé les tensions au sein du gouvernement, de la majorité. Alors on va commencer par les ministres et on a assisté à des craquages en série quand même depuis quelques jours. C'est assez inhabituel. D'abord, Olivier Dussopt, on en avait parlé ici, qui explique que le gouvernement n'a pas craqué, alors que manifestement il a complètement craqué lui-même. Puis c'est Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui multiplie les bras d'honneur à LR dans l'hémicycle. Et il y a quelques jours, c'était Marlène Schiappa, la ministre, qui s'emportait. C'était à propos des violences faites aux femmes et c'était sur France 5. Mais moi, j'ai une sorte de violent, on a tout fait depuis 2017 pour faire en sorte de changer ça. Alors, peut-être pas assez, peut-être pas bien. Tout est critiquable. On peut tout remettre sur la table. Il y a des femmes qui meurent, des femmes qui sont violées tous les jours, toutes les 7 minutes. Il y a une tentative de viol, 18 enfants violés toutes les heures, une femme qui meurt tous les 2 jours. Vous l'apprenez, Andrea ? Oui, je vous l'apprends visiblement parce que à votre place, honnêtement, je ne serais pas comme ça, toute détendue, en train de sortir un livre, vous voyez ? Mais franchement, moi, je trouve ça juste honteux. Oui, moi, je
suis désolée, mais je ne vais pas rester dans le plaisir. Franchement, non, mais je suis désolée, mais de me dire des choses comme ça. Non, il n'y a pas de vous rester là. Là, vous couperez, je vous demande de rester. Mais me dire à moi que je découvre les violences sexuelles, mais merde, moi j'ai quelqu'un qui a été tué de coups de fusil, de féminicide dans ma famille. Andrea, s'il vous plaît. Mais non, mais vous couperez ça depuis tout à l'heure, Andrea. Vous hurlez, c'est trop facile de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous osez me dire à moi, les yeux dans les yeux, que je connais pas les violences que connaissent les femmes. Marlène Schiappa, Andrea Bestelman, mais le débat est terminé. Vous couperez, merci. Pardon, on ne coupera pas. Bon, on a quand même coupé. Hein. C'était assez chaud. Qu'est-ce qui se passe, François-Xavier, au gouvernement? On a l'impression que les ministres sont en pleine crise de nerfs, tous azimuts. Alors, au-delà de cette scène particulière avec Marlène Schiappa, c'est tout à fait la stratégie de au sein de la NUPES, de la France Insoumise, de faire craquer les membres de l'exécutif, les membres du gouvernement. Vous voulez dire que c'est délibéré? C'est la stratégie qu'ils ont adoptée lors de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, de maintenir une pression permanente pour les pousser à bout. On voit d'ailleurs, ça s'est terminé avec à la fin des débats par Olivier Dussopt en train de hurler dans l'hémicycle qu'il n'avait pas reculé. Enfin bon, il n'avait pas craqué. Voilà, qu'il n'avait pas craqué, sauf peut-être dans le dernier millimètre qui séparait du Sénat. C'est en fait la résultante de la stratégie de la France Insoumise. On peut voir effectivement se dire que d'un côté il y a des ministres qui ont craqué, et puis de l'autre côté, vers à moitié plein, vers à moitié vide, qu'ils ont quand même plutôt pas mal résisté, parce que sous la pression, il n'y a pas eu tant de craquage que ça. Bon, contre les bouses à la fin de la foire, comme on dit, pour voir quels enseignements tirer de tout ça. Mais c'est vrai qu'on a un gouvernement qui est fébrile, qui est mis sous pression par Emmanuel Macron, et qui joue sa peau aussi dans cette histoire. Donc ça favorise pas une certaine sérénité. Ça sent un petit peu la grosse fatigue, voire la dépression, Gilles Bornstein, non? Ouais, moi, au risque de casser l'ambiance. De casser l'ambiance. On est entre nous, comme vous Absolument, ça reste entre nous, vous pouvez y aller, Gilles. Moi, je ne valide pas, je trouve que ce qu'on a entendu, ce à quoi on a assisté, c'est vraiment l'inverse de la démocratie, de la part de quelqu'un membre de la société civile, dire il y a des morts en France, et de pointer Marlène Schiappa comme si elle en était responsable. Quand on est ministre, on doit avoir du sang-froid, on ne doit pas péter les plombs, je suis d'accord avec vous. Je trouve cette façon de faire absolument insupportable. De la part de sa contradictrice. Voilà. On peut aimer ou pas Marlène Schiappa, on peut trouver que la politique à l'égard de la violence faite aux femmes est insuffisante. En aucun cas, Marlène Schiappa n'est responsable des femmes qui sont mortes ou des femmes qui sont violées. Et le laisser entendre, c'est l'inverse du débat, c'est l'inverse du débat démocratique. Encore une fois, ça ne valide pas le fait qu'elle... elle a pas fait un bras d'honneur, hein. Elle a quitté le plateau. On a le droit de quitter. On a le droit. C'est autre chose pour le bras d'honneur d'Éric Dupond-Moretti. Ça, je trouve ça scandaleux quand on ne fait pas un bras d'honneur à personne, encore moins à un député, encore moins à un président de groupe, et encore moins à quelqu'un dont on a besoin pour faire passer ça. Et encore moins quand on est ministre et quand on est dans l'hémicycle. François-Xavier Beaumont. Ça fait écho à une scène qui s'est déroulée dans l'hémicycle quand un député LFI a accusé Olivier Dussopt d'assassinat. Ça avait aussi fait beaucoup de bruit, il y a eu des remontrances, mais le climat du débat est installé comme ça. Donc c'est pas étonnant qu'à un moment il y ait des ministres qui craquent. Je suis d'accord avec Gilles sur pas reprocher ça à Marlène Schiappa, pas plus qu'on peut reprocher à accuser Olivier Dussopt d'être responsable de la mort de travailleurs. Enfin, tout ça est absurde, mais c'est un climat qui a été créé par LFI, qui est entretenu par LFI à dessein. Alors c'est vrai qu'ils ont été soumis à une forte pression pendant ces semaines, les ministres, sous les coups de boutoir des Insoumis. Vous estimez, comme vos camarades, que c'est normal, cette décompensation psychologico-politique? Alors moi j'ajouterais un ingrédient supplémentaire qui fait que effectivement il y a quand même beaucoup de ministres qui ont été fébriles et qui, je trouve, politiquement, ont montré quand même qu'ils étaient assez fragiles. Et je le mets sur le compte aussi, en fait, du management, c'est-à-dire d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. C'est-à-dire que quand vous êtes ministre dans un gouvernement où vous sentez que le chef, qu'il tient extrêmement bien la baraque, que le secrétaire général de l'Élysée tient extrêmement bien la baraque, que les directeurs de cabinet des ministères se parlent entre eux et ont des consignes claires et qu'on sait où est-ce qu'on va et qu'on a des bons arguments, eh bien les ministres sont forts. En l'occurrence, Emmanuel Macron, malgré tout, et je pense que la genèse de cette réforme y est pour beaucoup, en fait, rapidement, sur la réforme des retraites, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu gagner du pognon rapidement. Pour gagner du pognon dès l'automne 2023, il y avait un seul moyen, c'était le cliquet des 62-64 ans. Sauf qu'ils n'ont pas évalué toutes les choses trappes, toutes les injustices, toutes les conséquences qu'il y avait là-dedans. Et ça,
c'est dû quand même à l'arbitrage du président, de la première ministre, du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, dont on disait que c'était un homme qui tenait parfaitement les rênes. Et en l'occurrence, on a l'impression d'un flottement. Et les ministres, quand ils voient que le chef de classe, que le patron ou que le PDG, c'est comme dans une entreprise, est fragile, qu'il est silencieux et que la seule chose qu'ils trouvent à faire pour essayer de faire serrer les rangs, c'est de les fouetter, eh ben ça fonctionne pas et ça met les ministres dans une grande fébrilité. J'ajouterais que quand on leur livre des informations bidons à ces ministres, c'est pas facile. Quelques-uns d'entre nous étaient autour de la table hier. Il y a un ministre hier qui nous a dit « Oui, moi, les 1 200 €, enfin le fait que ça serait 1 200 € pour l'essentiel des retraités, j'y ai cru. Je suis allé le dire sur le marché, donc j'ai engagé ma parole de ministre là-dessus. Et quand j'apprends qu'en fait, c'était n'importe quoi, alors il nous l'a dit gentiment, mais on sentait qu'il trouvait qu'il n'était pas aidé par la propre technostructure du gouvernement. Par ces technos, la Startup Nation qui était censée être super bon, il y avait une promesse de compétences Walou. Compétences Walou, c'est pas très facile quand vous êtes ministre et que sur les marchés, vous livrez des éléments de langage qui s'avèrent être faux. Alors il y a aussi un élément, ce qui est que dans cette période, seuls 5 ministres ont été autorisés à parler, ou presque, c'est-à-dire la Première ministre, Olivier Dussopt, Bruno Le Maire et Gabriel Attal pour Bercy, et bien sûr le porte-parole du gouvernement. Tous les autres ont été, je dirais, complètement verrouillés. Il y en a un qui a tenté de sortir, c'est Riester, mais on l'a vite remis dans sa boîte. On l'a vite remis dans sa boîte. Donc Clément Beaune un peu, sur l'aspect transport. Mais alors des charges, ces 5-là ont porté sur leurs frêles épaules la totalité de la charge énorme de cette réforme, François-Xavier, non ? Oui, il y avait un pack resserré avec des instructions très claires aux autres ministres qui n'étaient pas concernés par la réforme et qui consistait à dire « vous ne parlez pas, vous la fermez ». Parce que la grande crainte dans cette histoire, c'est qu'un mot de travers conduise à un dérapage ou un malentendu. Mettre le feu. Voilà, et enflamme la contestation. Résultat, effectivement, il y a eu une très forte pression sur ces 5, les ministres de ce pool resserré. Les autres étaient totalement tenus dans l'ignorance de ce qui se passait. Voilà, de ce qui se passait. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le management d'Emmanuel Macron, c'est effectivement au départ la faute vient de là, quoi. C'est vraiment l'attitude du chef qui se dit l'intendant suivra. Bon, l'intendant suivra, c'est quoi ? C'est bon, mettez-moi les retraites minimales à 1 200 €. On fait tourner les machines au ministère du Travail à Bercy, on regarde, on revient une semaine ou 2 semaines plus tard, chef, ça rentre pas. On essaie de faire rentrer Non, mais c'est ça le truc, on fait rentrer du 41 dans du 36. Et Emmanuel Macron s'obstine. Donc ça se traduit comment ? On arrive 1 200 €, c'est du brut, on avait compris que c'était du net, et puis finalement il y a 50 000 personnes qui le toucheront, puis finalement 20 000, puis 10 000, enfin... En gros, au départ, il y a une faute de management d'Emmanuel Macron qui pense que toute la machine va se mettre en route derrière lui et qui assure pas le service à prendre, en tout cas le suivi de sa réforme. Et qui a pris beaucoup de distance. On en parlait il y a quelques semaines en allant, vous l'avez suivi d'ailleurs, François-Xavier, en Afrique, en Espagne, et j'en passe, c'est des meilleurs. Ça a beau être la faute du patron, comme semblent le penser vos camarades, Gilles Bornstein, est-ce que cette équipe gouvernementale, à l'arrivée, n'est pas en bout de course? Il y a des d'abord, ça dépend du résultat. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de 49.3 et que la réforme est adoptée, je pense qu'Elisabeth Borne a sauvé son poste. Si la réforme n'est pas adoptée ou si c'est le 49.3, c'est autre chose. Bien, il y a l'aspect Borne. Après, c'est toujours pareil. C'est l'éternel problème de bande-touche de la Macronie, du centre de formation de la Macronie, qui n'est pas réglé. C'est pas la Masia, c'est pas le centre de formation du Barça. C'est plutôt le Paris Saint-Germain. Oh, ça va. C'est même pas le Paris Saint-Germain. C'est même pas le Paris Saint-Germain. Parce que c'est vrai qu'il y a des nouveaux ministres qui ont été nommés, ça n'imprime pas. Voilà. Papendiaï, il y a 2 chantiers majeurs. La santé et l'éducation. La santé et l'éducation, pour lesquels il y a des milliards sur la table. Bon, franchement, François Braun et Papendiaï, si vous sortez dans la rue et vous demandez qui sont les ministres de la santé et de l'éducation, personne ne vous le dit. Autre chantier pour lequel il y a eu beaucoup d'argent, c'est Éric Dupond-Moretti. Lui aussi, il est affaibli pour les raisons qu'on sait. Le problème, c'est que vous aurez beau les virer, ceux que vous pouvez mettre à sa place ne sont pas meilleurs. Enfin, moi, j'ai pas d'idée. Si demain, vous me demandez qui peut être... Enfin, aucun de nous, je pense. On suit la vie politique. Qui peut être ministre de l'Éducation nationale ? Franchement, j'en sais rien. Qui peut être ministre de la Santé ? Franchement, j'en sais rien. Donc oui, il y a un problème d'équipe en bout de course. Une fois qu'on a dit ça, encore faut-il avoir les ressources pour la remplacer. Attendez, André, remaniement ou pas dans les prochaines semaines alors ? Il y a un problème de bande-touche. Je pense que Olivier Dussopt va aller en cure de sommeil, probablement, parce que je pense qu'il est vraiment sur la jante. Et ce gouvernement illustre par ailleurs le fait que le manque de réserve politique fait qu'Emmanuel Macron a voulu nommer des gens qu'il pensait être
techniciens ou des professionnels de la profession. Ce qui en fait est une erreur. François Braun, qui était le président du SAMU, enfin, je veux dire... connaît sans doute l'urgence sociale. Que l'a-t-on entendu sur, par exemple, un problème de société soulevé par l'affaire Palmade, qui est la consommation de cocaïne qui s'est répandue massivement en France, y compris dans les villes moyennes, chez la jeunesse, qui est devenu un produit extrêmement accessible. On n'a pas entendu une parole de François Braun. C'est Jean-Christophe Combe, je trouve. Alors oui, alors lui, il est chargé de la solidarité. De la solidarité. C'est un poste super important. Super important. Et en on fait, ne l'entend jamais. Mais je crois qu'il joue au boulier dans son bureau et que il est très bien comme ça d'ailleurs, qu'il demande absolument pas qu'on le sollicite et que quand on le sollicite, surtout, il veut rester planqué. Donc en fait, il a mis des techniciens à des postes. C'est aussi le cas de Dupond-Moretti, d'une certaine façon. Je suis désolé, mais lui, il était aussi grande gueule. Oui, mais la mue en fait d'un avocat pénaliste aussi réputé en ministre de la Justice, en fait, ça ne fonctionne pas. Pape Ndiaye, c'est pareil, c'est un éminent universitaire, mais diriger l'administration de l'éducation nationale, qui est un mammouth, qui est le plus gros employeur de l'État, ça ne se fait pas, même quand on est un éminent intellectuel et universitaire, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc on voit bien à quel point Emmanuel Macron, en voulant techniciser les fonctions, les a dépolitisées. C'est une erreur majeure et c'est d'ailleurs aussi l'erreur qu'il commet lui quand il fait des réformes comme la réforme des retraites. Il pense que l'économie, c'est des mathématiques et c'est de l'arithmétique et il oublie au passage la politique qui est quand même le sang qui coule dans les veines des électeurs français et de ce pays. Bien sûr, et d'autant plus que sur les 41 ministres, puisqu'ils sont 41, c'est une équipe assez pléthorique, on serait bien en peine d'en citer, une dizaine du moins quand on ne suit pas la vie politique comme nous qui sommes des observateurs quotidiens. François-Xavier Bourmont. Oui, d'où l'idée qui circulait il y a quelques semaines d'un remaniement technique, c'est-à-dire changer les ministres qui n'étaient pas assez brillants, qui suivaient pas assez leur dossier ou qui s'affichaient pas assez en première ligne sur leur dossier. Cette idée-là, elle est toujours dans l'air, mais elle peut être étendue à d'autres ministres. Après, ça dépendra de l'ampleur du remaniement, sachant aussi autre chose qu'un remaniement, ça règle pas les problèmes inhérents qui viennent du chef. Et là, il y a quand même c'est pas un remaniement qui va permettre à Emmanuel Macron de relancer ou de lancer son deuxième quinquennat. Il y a quand même Gilles Bornstein. Quelques succès. Parmi la liste des ministres que vous avez cités et chargés d'expliciter la réforme, on voit qu'il y a quand même Gabriel Attal. C'est un politique. C'est un politique. Gabriel, oui, c'est un politique, il a 32 ou 33 ans. Franchement, on peut aimer ou pas aimer Gabriel Attal, il est au niveau. Et dans les mini-sociétés civiles, Amélie Oudéa-Castéra, qui avait très mal commencé avec le Stade de France. Le fiasco de la finale de la Ligue des Champions. Le fiasco de la finale de la Ligue des Champions. Alors, elle a dit une immense connerie hier en se félicitant de la bonne tenue du match France-Angleterre. Pas de chance, il avait lieu à Twickenham, mais elle a plutôt bien géré la sortie de Bernard Laporte, elle a plutôt bien géré la sortie de Noël Le Graët. Non, mais c'est vrai, par rapport à ceux qu'on a cités, Amélie Oudéa-Castéra, est arrivée à faire un peu de politique et elle s'en tire. Mais il y en a que deux, quoi. Et vous avez quand même les politiques. Bruno Le Maire aussi. Bruno Le Maire, non, mais ça, c'est pas les nouveaux. Mais c'est des politiques. Et eux ont une vision de long terme. Eux connaissent le pays. Eux font de la stratégie. D'ailleurs, la sortie de Darmanin à l'endroit d'Anne Hidalgo est quand même extrêmement bien jouée hier. À propos des réquisitions et du ramassage des poubelles. Du ramassage des poubelles avec une mairie de Paris qui est quand même en dessous de tout, qui instrumentalise totalement la grève des retraites pour justifier un jour de ne pas ramasser les poubelles, et puis le lendemain, elle envoie son adjoint Emmanuel Grégoire qui serrait les dents et qui était en colère pour dire oui, on en fait quand même un petit peu, on fait le minimum, et Anne Hidalgo qui suspend le Conseil de Paris pour aller manifester 1h30 en plein après-midi. Enfin, je veux dire... Qu'est-ce que ça vous inspire Ça m'inspire que elle est l'incarnation d'un parti socialiste et d'une gauche qui est totalement hors sol, et de quelqu'un qui a fait quel score à la présidentielle ? 1,7. Et qui aujourd'hui donne des leçons de politique au gouvernement. Mais moi, je trouve qu'il y a des gens qui devraient se cacher, voire même rendre leur mandat. Quand on est à ce point-là de déconnexion et d'imbécilité politique, pardon, mais on n'a rien à faire à la tête de la première ville de France. Vous êtes d'accord, Gilles Bornstein ? Oui, je suis assez d'accord. Il y a quelqu'un d'autre dont on ne parle pas, dont je trouve que c'est un échec, c'est Catherine Colonna. C'est vrai, vous avez raison. On est en pleine guerre en Ukraine. D'accord, c'est le domaine réservé. D'accord, c'est le président de la République. Mais enfin, justement, il y a tellement d'actu qu'il ne peut pas tout faire. Après, bon, voilà. Et là aussi, c'est une techno, c'est une diplomate. Tout le monde l'a trouvée bonne. Elle avait été ministre de Jacques Chirac. Mais à la base, c'est une diplo, Catherine Colonna. C'est certainement une excellente diplo. Mais enfin, surtout en période de guerre, quand on pense à Dominique de Villepin, Laurent Fabius, Alain Juppé, même
même Bernard Kouchner, voire Jean-Yves Le Drian. Voire Jean-Pierre Chevènement. Non, il n'a jamais été ministre des Affaires étrangères. Défense. De la Défense. Je pense qu'il y a un manque avec Catherine Colonna, personne ne nie ses qualités de diplôme, il y a certainement un manque d'incarnation de la politique étrangère de la France, mis à part le président de la République. François-Xavier, est-ce qu'il y a un autre ou une autre ministre qui trouve grâce à vos yeux? Parce que là, on n'atteint pas la demi-douzaine pour l'instant. Non, mais autant les ministres de droite s'étaient illustrés dans le premier quinquennat, on voit quand même que ça se resserre avec le signalait Gilles Gabriel Attal. C'est une nouveauté de voir un ministre issu de la gauche monter en puissance au sein du gouvernement. Le premier quinquennat, c'était très très marqué à droite. Là, Gabriel Attal, c'est le seul en fait. Il y a pas du tout de... Oui, Clément Beaune. Oui, un petit peu. Mais donc il y a une forme de rééquilibrage aussi qui se joue au sein du gouvernement qui est intéressante à souligner. Pas voir ce que ça fait dans la durée, si ça passe évidemment l'épreuve du 49.3 ou pas, des retraites. Mais c'est un tel désert d'ailleurs en termes de ressources humaines que le simple fait qu'un ministre comme Gabriel Attal crève l'écran, on l'expédie déjà. Vous avez vu, il y a eu quelques enquêtes, quelques articles ici et là, on l'expédie déjà vers la présidentielle et la candidature en 2027. Oui. Bon, François-Xavier. Alors ça faut aussi le remettre dans le contexte, c'est celui d'une espèce d'offensive en coulisses d'Édouard Philippe qui entretient sa popularité sans faire grand-chose, ce qui est sans doute le meilleur moyen d'entretenir sa popularité, de ne pas s'afficher à l'action. Mais de tenir très éloigné de ce marigot. Voilà. Et ça, cette popularité d'Édouard Philippe, ça agace énormément les macronistes. Donc les macronistes, qu'est-ce qu'ils font en arrière-plan ? Ils poussent Jean Castex, ils poussent Gabriel Attal, ils essayent de faire monter un concurrent, pour que Édouard Philippe soit pas le seul à faire figure de candidat potentiel en 2027. Donc il y a un petit jeu de toute la Macronie autour de ces noms qu'on fait circuler pour contrer la popularité d'Édouard Philippe. Qu'on fait circuler, et bien sûr on pense très très fort à la suite, et d'ailleurs on va en parler, on se quitte quelques instants et on va évoquer ce qui va se passer maintenant et ce que prévoit Emmanuel Macron pour les prochains mois et les prochaines années. A tout de suite sur Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J. On passe à la troisième et dernière partie de notre débat, le jour d'après. Alors, on vient d'en parler, on va sortir d'une séquence politique extrêmement compliquée pour le gouvernement et la majorité. Et le président Macron, il a visiblement envie de passer à autre chose et très très vite, François-Xavier Bourmeau. Oui, piaffe Emmanuel Macron. Si on reprend le calendrier de ces dernières semaines, qu'est-ce qu'il a fait ? Il était au salon de l'agriculture, il a fait un marathon, qu'est-ce qu'il nous a ressorti ? Pas grand-chose. 14 heures. 14 heures. 14 heures sur place. Je crois que François Hollande avait, pour la campagne présidentielle de 2012, de mémoire, avait aussi fait 14 heures sur place. Ça reste une performance. Ça reste une performance. Le lendemain ou quelques jours plus tard, il part à Jarnac pour annoncer un vaccin contre le papillomavirus dans les collèges ou lycées. 2 jours plus tard, il s'envole en Afrique pour une tournée éclair entre le Gabon, les deux Congos, l'Angola. Que vous avez suivi, François-Xavier Bourmeau ? Oui, il faut en dire un petit mot tout à l'heure. Il rentre, il rend hommage à Gisèle Halimi. Il annonce l'inscription de l'IVG dans la Constitution, son intention en tout cas. Il fait un compte à rebours pour les 500 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques. Et de tout ça, qu'est-ce qui reste ? Pas grand-chose en fait. La réforme des retraites. Voilà, qu'est-ce qui reste ? La réforme des retraites. Et ça, Emmanuel Macron, ça l'agace. On évoquait l'Afrique. Effectivement, nous, en Afrique, on l'a poursuivi pendant 3 jours, les 3 jours du déplacement, pour essayer d'obtenir un mot ou tout ça. Alors, Emmanuel Macron a fui la presse jusqu'à ce qu'on réussisse à lui poser la question dans le cadre d'une conférence de presse. Vous l'avez coincé, en quelque sorte ? Oui, vous voulez que je vous raconte comment Allez-y, ça reste entre nous, bien sûr. Voilà, évidemment. Donc il venait de faire un ode à la liberté de la presse devant le président du Congo, que je me trompe pas dans les pays, parce que le Congo... Brazzaville. C'était le Congo Kinshasa. Donc, ode à la liberté de la presse, puis au passage, petite leçon de démocratie. Évidemment, on pose la question après, liberté de la presse, Monsieur le Président, les retraites. Ça l'a profondément agacé. Il n'a pas voulu faire de commentaires, sauf un qui est significatif. Il dit « Tout ne peut pas être suspendu à une seule chose ». En creux, c'est l'aveu qu'en réalité, tout est suspendu à une seule chose, qui peut se déployer, faire son président zébulon, passer d'un sujet à un autre tous les jours s'il veut. Tant que l'épreuve, l'obstacle de la réforme des retraites n'est pas passé, rien ne peut se passer pour lui. Il sera toujours ramené à cette réforme. Dernier petit point, il y a une photo qui a beaucoup fait jaser lors de ce déplacement en Afrique. C'est bien sûr la photo où on le voit un peu en bras de chemise, décontracté, en train de siroter une bière locale, aux côtés d'artistes locaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le making
making-of de cette photo. Oui, alors c'est le dernier jour du déplacement africain, ça se passe à Kinshasa. Kinshasa qui est une ville qui a attiré l'attention du GSPR, le service de sécurité du président de la République depuis le début, parce que c'est une zone qui est extrêmement dangereuse, où on ne sort pas seul, ou en tout cas toujours accompagné pour éviter les agressions qui sont quasiment quotidiennes. Si vous sortez à Kinshasa, c'est très, très dangereux. Donc le GSPR dit, Monsieur le Président, il ne faut surtout pas aller faire de bain de foule, mais le dernier soir, il assiste à un concert, une représentation du Requiem de Mozart, joué par le seul orchestre symphonique d'Afrique subsaharienne. Et à ce concert vient chanter un chanteur congolais extrêmement connu, Fally, qui interprète d'ailleurs au passage une chanson qui s'appelle « Loin de mon pays », qui est un ode aux migrants. Et Emmanuel Macron part avec lui dans un bar ensuite, donc accompagné de l'aura de ce chanteur qui limite un peu disons les possibilités d'agression. Et pendant qu'il est en train de boire des bières pour peut-être décompresser de son voyage, toute la délégation qui l'accompagne est dans un convoi en route vers l'aéroport. Donc il est seul, avec le GSPR et sans une caméra. Et toutes les images que vous avez pu voir, ou les photos que vous avez pu voir, sont prises par des personnes qui étaient autour et qui l'ont mis sur leur fil internet, Instagram ou ce genre de choses. Emmanuel Macron, il aime bien aller au contact de la population, avoir ces images de foule en liesse autour de lui, parce que ça lui change les idées déjà, c'est pas ce qu'il peut rencontrer en France. Et puis c'est une façon de décompresser, puis on sait que c'est un peu un président jeune. Je vous rappelle qu'il avait été en boîte de nuit aussi à Lagos, au Nigeria, absolument. Dans une boîte de nuit qui s'appelle le Shrine. Et il avait terminé pendant la soirée, il était en haut d'un balcon, il était grimpé en haut d'un balcon qui surplombait la Seine. On a à un moment cru qu'il allait se jeter dans la foule. C'était il y a longtemps, c'est un peu le même type d'ambiance. Ça donne une impression un peu décalée quand les images arrivent en France et qu'on est en pleine réforme des retraites. Oui. L'image d'un président décalé, mais il ne peut pas s'empêcher de faire ça. Il a envie de changer d'air, c'est évident. Alors, quelles sont les pistes qui s'offrent à lui, Antonin André ? Il a quoi en tête pour changer de séquence, pour changer un petit peu le terrain, le terrain politique des prochains mois ? Le sujet dont il a le plus parlé, c'est la réforme des institutions, pour essayer de ressouder une forme de consensus politique avec une dose de proportionnel. Il a tenté un ballon d'essai sur le redécoupage des régions aussi. Les présidents de région lui ont répondu vertement. Moi, j'ai des suggestions à lui faire. C'est-à-dire que plutôt que de faire la réforme des retraites, il y a eu le scandale Orpea, quid de la dépendance, quid du grand âge, qui est quand même un des angles morts très étonnants de cette réforme. Alors même que la dépendance devait être un des gros chantiers du premier quinquennat. Et que ces gens qui vont nous peser sur les bourses, je parle financières, les bourses financières au moment de la retraite, ces gens-là vont ensuite être dans la dépendance et il va falloir le financer. On ne pourra pas avec nos bourses financières financer à la fois leur retraite et à la fois leur dépendance et la prise en charge du grand âge. Il y a l'éducation qui est censée être un chantier d'ampleur. Il y a la santé avec un hôpital qui s'écroule. Je veux dire que les services publics qu'on finance avec nos impôts et qui justifient justement une pression fiscale et des efforts des Français, notamment sur les retraites, servent normalement à financer des services publics qui sont l'éducation nationale, la santé et le grand âge, qui est toujours un angle mort. En fait, si on veut être un grand président et faire des réformes d'ampleur, c'est à ces sujets-là qu'on s'attaque et non pas à des discussions de salon sur une réforme institutionnelle pour faire plaisir à quelques élus qui veulent de la proportionnelle. Alors, la réforme institutionnelle, vous avez sans doute raison sur le fond, mais elle a un avantage, c'est qu'elle est beaucoup plus, sur le papier, consensuelle et beaucoup moins éruptive et explosive que la réforme des retraites. Est-ce que c'est une bonne piste pour rebondir les institutions, ou est-ce que ça intéresse que le monde politique, et est-ce que les citoyens s'en fichent pas complètement, Gilles Bernstein ? Tout le monde s'en fout. Si vous voulez mon avis, tout le monde s'en fout. Pourtant, il y a besoin d'un vrai renouveau démocratique et institutionnel. Mais bien sûr qu'il y a besoin d'un vrai renouveau, c'est indispensable. Il y a besoin d'un vrai renouveau démocratique et institutionnel. Il n'y a qu'à voir le taux de participation aux élections. On ne peut pas rester, parce que quand on regarde, par exemple, les Insoumis, là, qui ont mis le WAI à l'Assemblée nationale, quand on regarde, ils sont élus généralement, c'est vrai, avec 55-60% des voix dans des circos où on a voté à 30%. Donc ils ont été élus par 16% du corps électoral de leur circonscription. On croirait entendre Mélenchon lorsqu'il évoque l'élection d'Emmanuel Macron. Mais la réforme, toujours, tous les présidents ont toujours voulu rebondir avec des réformes institutionnelles, au prétexte que c'était des vrais problèmes. Ce sont des vrais problèmes, mais ça ne redonne pas un iota de popularité. De surcroît, le président de la République, il doit choisir. Soit il prend une petite gagne, c'est-à-dire là, il a demandé l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Il peut convoquer un congrès pour le faire.
ça sera voté, sans aucun problème. Ça sera une petite victoire, mais ça sera une victoire quand même. Soit il essaye, comme d'habitude, d'essayer d'être plus fort que tout le monde et de mettre d'autres choses dans cette réforme, et là, il y aura des oppositions, et là, il n'aura pas à le faire. Donc, il peut avoir une toute petite victoire sur les institutions. S'il renonce, c'est une grande victoire. Mais vous persistez, pour vous, tout le monde s'en fout. Complètement. Enfin, nous, non. Nous, non. Dans la population, les journalistes chez les politiques, les professionnels de la politique. Ouais. Je ne dis pas que c'est pas... C'est fondamental. C'est fondamental. Mais dans la population, tout le monde s'en fout. François-Xavier. Mais les institutions fonctionnent. Et puis elles sont solides, elles ont résisté au quinquennat de François Hollande. Pourquoi les changer ? Non, mais, ça, c'est cruel, c'est cruel. Oui, c'est cruel, c'est gratuit, je trouve. Oui, mais enfin, les institutions fonctionnent. On le voit dans la réforme des retraites. Il y a des outils institutionnels qui sont à disposition de l'exécutif pour faire voter ces lois. L'exécutif les utilise. Ça fonctionne. Emmanuel Macron a une majorité relative à l'Assemblée nationale. Toutes les lois sont passées, ont été votées. Là, on va voir avec la réforme des retraites. Mais jusqu'à présent, toutes les lois sont passées. Donc pourquoi toucher aux institutions ? Peut-être pour les raisons qu'évoquait Gilles Bornstein, c'est-à-dire des taux d'abstention qui explosent, y compris à la présidentielle. On peut regarder comme des personnes âgées que nous sommes. Surtout vous, Gilles Bornstein. Surtout moi, je l'attendais. Voilà. Regarder avec respect, componction et prosternation les institutions du général de Gaulle de la 5e. François-Xavier, peut-être que les institutions fonctionnent. On ne peut pas dire que la démocratie française fonctionne bien. La démocratie française ne fonctionne pas très bien. On sent qu'il y a un problème de rythme. La société a évolué. La besoin d'incarnation d'un chef, d'une constitution qui était taillée pour De Gaulle dans des circonstances quand même bien particulières de l'après-guerre, d'un paysage politique qu'il fallait recomposer. On avait besoin de beaucoup de consensus et d'une personnalité forte qui soit capable de faire des réformes d'ampleur pour le pays. On n'est plus exactement dans cette même situation. On est dans une forme d'archipélisation du pays qui est beaucoup plus grande, de partis politiques traditionnels qui ont aussi évolué, c'est-à-dire que le grand parti gaulliste, aujourd'hui, on le voit bien, il est tiraillé entre une droite sociale et puis la droite libérale qui est plutôt chez Emmanuel Macron. Donc ce paysage politique et cette demande aussi des Français d'avoir une représentation qui soit peut-être plus sur mesure, j'allais dire, fait que aujourd'hui les institutions ne répondent pas à cette demande. Et c'est vrai que introduire une dose de proportionnel, comme ça a souvent été posé, peut-être ramènerait les électeurs vers les urnes parce que se sentant peut-être plus en mesure d'être représentés. Mais est-ce que c'est pas plutôt une question qui se pose aux partis politiques ? C'est plus une question qui se pose aux partis qu'une question institutionnelle. Emmanuel Macron, avec son élection en 2017, a fait exploser le cadre traditionnel du clivage droite-gauche. Tout est en recomposition. On le voit encore aujourd'hui avec le LR qui explose sur la réforme des retraites, en tout cas en passe d'exploser. La question, elle s'adresse d'abord aux partis politiques, d'aller auprès des électeurs, de retourner les voir. Pas seulement. À mon avis, je vous interromps un instant, en fait, il faut faire un choix. Soit on fait un quinquennat avec un régime présidentiel assumé, c'est-à-dire que le quinquennat est un temps très court où le président a énormément de pouvoir, et à ce moment-là, on décale les élections législatives et on fait des élections de mi-mandat, on fait un régime à l'américaine, on supprime le Premier ministre et on fait un vrai régime présidentiel. C'est une des pistes évoquées d'ailleurs. Voilà. Mais là, on est quand même dans une forme d'entre-deux aujourd'hui qui fait qu'il n'y a pas de rendez-vous démocratique entre l'élection du président et la suivante, puisque le quinquennat est phasé avec les législatives. Ça pose des problèmes démocratiques et visiblement le pays ne supporte plus cette façon de faire et cette idée qu'on donne un blanc-seing tous les 5 ans à un homme qui a tous les pouvoirs. Il y a quand même bien un problème là qu'il faut résoudre. Simplement, il faut avoir le courage de vraiment poser les enjeux. Donc, soit on passe à un quinquennat avec des mi-termes, on supprime le poste de Premier ministre et à ce moment-là... Il est question aussi dans les pistes d'ailleurs, du président de déphaser l'élection présidentielle législative pour permettre une sorte de mi-terme. François-Xavier. Oui, non, Antonin apporte de l'eau à mon moulin. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, cette désaffection et cette mise en cause du quinquennat, en fait, on voit les résultats d'une réforme institutionnelle, celle de 2002, quand on est passé du septennat au quinquennat avec un raccourcissement du temps politique et un calage de l'élection des députés sur l'élection présidentielle. Aujourd'hui, ce qu'on vit, cette désaffection de la politique, on peut la lier aux effets délétères à long terme de l'instauration du quinquennat en 2002. Gilles Bornstein n'est pas d'accord, visiblement. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que vous avez tous trop le nez dans votre micro d'observateur de la vie politique. Le problème, c'est la crise de la livraison, c'est-à-dire la crise de l'efficacité. De l'efficacité des politiques à régler. Ça se règle pas par une question institutionnelle. Je dis pas que ça se règle pas, mais je dis que quand Antonin dit il faut faire un vrai régime présidentiel ou changer, faites des midterms à l'américaine, et que toi tu dis voilà il y a un problème.
Tout ça ne changera strictement rien. Tant, c'est ce que tu as dit, c'est un problème de parti, ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des politiques, même Jean-Luc Mélenchon, même le groupe LFI, ça a été un succès extraordinaire, mais j'en reviens à ce que j'ai dit. C'est des gens qui ont été élus par 18% du corps électoral de leur circonscription. Donc ce sont des gens aujourd'hui qui ne représentent plus, nous, on en parle tout le temps, ce sont des gens qui ne représentent plus grand monde dans la société française. Vous pouvez faire le quinquennat sec, le quinquennat mouillé, le vote à la proportionnelle intégrale, au plus fort reste ou à la plus forte moyenne. Semi-sec ou semi-mouillé. Semi-sec ou semi-mouillé. Tant qu'on n'aura pas réglé ce problème problème, à mon avis, entre le court terme et le long terme, qui font que les politiques publiques sont des politiques de long terme, là où les gens veulent de la résolution à court terme, tant qu'on n'aura pas réglé ça, j'ai pas la moindre idée de comment le régler, tant qu'on n'aura pas réglé ça, la crise démocratique perdurera. Alors les amis, il y a parmi les projets qui sont dans les cartons, il y a bien sûr les institutions, mais il y a d'autres choses, et il y a aussi toujours le social, le travail, avec un projet de loi qui est prévu sur le plein emploi. Le problème, c'est que ça risque peut-être d'être un peu compliqué de recommencer à discuter avec les syndicats comme si de rien n'était, vu la séquence qu'on vient de vivre, Antonin. Bah oui, bon courage. En fait, il a fait les choses à l'envers, il aurait dû commencer par ça. Le travail, le plein emploi, oui. Les salaires. Parce que c'est quand même l'urgence du moment. Alors, on a bien compris qu'il avait une urgence comptable, mais enfin, on va voir que cette réforme des retraites va rapporter au final 9 à 10 milliards d'euros, c'est-à-dire une paille, pour avoir au passage fracturé le pays et fracturer les rapports avec les partenaires sociaux. Faire un grand débat sur le travail et sur le sens du travail, bien sûr, c'est intelligent, c'est un chantier intéressant, mais avec qui va le faire? Effectivement, je pense que les syndicats, d'abord Laurent Berger et Martinez sont sur la fin. Il n'est pas sûr que le successeur de Martinez ne soit pas plus radical encore, un poète assez radical du sud de la France. Monsieur Matteux. Monsieur Matteux. Donc, ça va être très compliqué de renouer les films avec les partenaires sociaux après cette réforme-là. Et s'attaquer à ce chantier-là, alors si, il peut le faire en réunissant une assemblée, comme il aime le faire, là, de citoyens tirés au sort. On va demander à Jean-Louis Boulanger dans la Sarthe et à Joël, étudiant en terminale à Sciences Po Ex, de faire une convention citoyenne de la refondation nationale. Et puis sinon, convoquer évidemment un aéropage de philosophes, Rosan-Vallon, de gens qui ont la tête bien faite pour débattre pendant 5 heures de la façon dont il faut repenser le travail, et tout ça sortira sur un texte extrêmement théorique auquel les Français ne comprendront rien et qui ne marchera pas puisque les partenaires sociaux n'auront pas été associés. On sent Antonin André assez peu convaincu par les projets du président. Alors François-Xavier Bourrier, il y a encore un autre projet, c'est la fameuse loi sur l'immigration qui est examiné au Sénat, je crois, à partir d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Mais ce texte, il risque fort d'irriter à gauche comme à la droite. Et dans l'exécutif et la majorité, on se dit que c'est peut-être pas le moment de remettre une pièce dans la machine à bazar et que ce texte, il faut peut-être le renvoyer au calendes grec. Vous confirmez, François-Xavier? Oui, il y a des grosses interrogations. Mais pas en bateau, au calendes grec. Parce que... Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Sans mauvais jeu de mots. Non, grosses interrogations dans le sein de l'exécutif et de la majorité sur la pertinence de, effectivement, retourner au combat sur un texte qui sera forcément conflictuel. Alors, il a été présenté au départ par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt pour dire voilà, il y a une jambe gauche et une jambe droite, c'est un texte équilibré. Le problème, en même temps, c'est que il est tellement équilibré ce texte qu'on peut quasiment plus le toucher. Alors, pour pouvoir obtenir une majorité, il faut aller chercher à droite côté Darmanin, puis à gauche côté Nupes. Donc il y a au départ quelque chose d'assez compliqué. Et puis il faut pas sous-estimer non plus si LR finit par voter la réforme des retraites et la faire passer, la volonté de se faire payer en retour, quoi, parce que c'est-à-dire que de présenter l'addition au gouvernement sur ce texte-là. Présenter l'addition et dire on a soutenu la réforme des retraites. Juste un mot, moi je redoute si jamais ce projet de loi arrive dans l'hémicycle dans le climat actuel, les dérapages absolument odieux auxquels on va assister, c'est-à-dire que vraiment le sujet des migrants, de l'immigration, c'est quand même des sujets qui sont autrement plus éruptifs encore que les retraites. Moi je redoute pour le débat public et pour l'ambiance générale que ce projet de loi arrive à l'Assemblée et que les députés nous livrent encore un spectacle, je trouve, qui peut encore hystériser la société. C'est quand même une inquiétude, je trouve. Gilles Bornstein, très rapidement, le mot de la fin. Est-ce que c'est la bonne idée, le texte sur l'immigration ?
Je trouve que ce texte a un intérêt, c'est qu'il revient à l'épure du macronisme. Parce que pour le coup, ce texte est un vrai texte de en même temps. On peut le résumer comme Gérald Darmanin et sa finesse habituelle, être gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. On peut dire que c'est essayer de stopper les flux d'immigration pour mieux intégrer les gens qui sont là. Mais cette idée de on expulse un certain nombre de gens qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire, mais on régularise ceux dont on sait qu'ils sont là, qu'on ne les virera jamais et qu'on n'a aucune raison de les condamner à l'irrégularité à perpétuité, je trouve qu'il y a une vraie base de en même temps. Ce que vous résumez en disant de toute façon, la droite trouvera ça de gauche et la gauche trouvera ça de droite. Qu'il utilise le 49.3 sur les retraites ou pas, il aura encore droit à un 49.3 pour faire passer ce texte. Alors c'est très risqué, ça peut réveiller un certain nombre de choses, mais au moins ça peut renouer avec un certain macronisme des origines. 49.3 s'il a lieu, encore une fois, ce ne sera pas dans une ambiance très cordiale. Merci à tous les trois pour vos explications lumineuses, vos éclairages. Nous savons tout de l'âpre bataille de la réforme des retraites, ses conséquences, des plans du président pour la suite du quinquennat. On se retrouve pour notre part mercredi prochain, 21h. Ce sera Antonin André aux manettes, je crois, pour une nouvelle édition de Ça reste entre nous, en compagnie des meilleurs décrypteurs, bien sûr. Et puis, d'ici là, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste à Radio J, messieurs. Tout ceci reste entre nous. Excellente soirée et à la semaine prochaine. Radio J. J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Et vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon,